Aggravation du chômage. Le mois dernier, 2,3% de plus qu'en février. La tension entre socialistes et communistes au sein même du gouvernement. L'un des ministres communistes, Marcel Rigout, se déclare contre le plan acier, mais nie toute volonté de rupture de la part des communistes. 2 diplomates américains tués en Namibie dans un attentat qui n'a pas été revendiqué. Washington réaffirme ses objectifs en Afrique australe. Le roi de Naples arrêté à Paris, Michele Zaza, chef de la Camorra, la mafia napolitaine, aimait trop le football. Madame, Monsieur, bonsoir. 8 jours, 16 heures et 36 minutes pour traverser l'Atlantique. C'est beaucoup, me direz-vous, à l'âge du supersonique, mais en bateau, c'est un véritable exploit. Cet exploit, Patrick Morvan, natif de Concarneau, et ses 3 coéquipiers l'ont accompli à bord d'un catamaran qui a pulvérisé ce matin à l'aube le record de la traversée de l'Atlantique, détenu jusqu'ici par un autre Français, Marc Pajot, sur un autre catamaran, mais avec plus de 17 heures d'écart. Concarneau se prépare dans la liesse à accueillir demain matin les 4 hommes et leurs drôles d'engins, Gilles Cosanet et Brigitte Duvauchel. Au large des côtes bretonnes, sous le soleil et grand spi en guise de moteur, le catamaran de Patrick Morvan est en route vers Concarneau pour recueillir les fruits d'un exploit qu'il n'a de cesse d'analyser. Pour cet homme de 40 ans, c'est le début d'un triomphe lucide et réfléchi. On s'est pas occupé du tout du chemin, on a tenu compte de la météo et des comptes des meilleures conditions du bateau pour chercher le maximum de vitesse. Est-ce que votre bateau justement était le mieux conçu pour ce record? Oh bah, c'est quelles un sont ses bateau qualités? pas très grand, il fait 18 mètres 27, mais extrêmement rapide, on le connaît parfaitement, on l'a allégé au maximum et pendant toute la traversée, on avait quelqu'un à l'écoute et en cas de chavirage, de risque, on a toujours marché au maximum du bateau. Est-ce que c'était très fatigant? Et nous, disons que les dernières nuits, on a très peu dormi, on a fait beaucoup de manœuvres parce qu'on avait le temps à grain, mais on commence à fatiguer un petit peu, mais enfin demain soir, on dormira bien. Le premier à battre le record de l'Atlantique en 1980, Éric Tabarly, le fait sur un trimaran de 16,50 mètres de long pour 8 tonnes de déplacement. Son bateau est un foiler, c'est-à-dire qu'il est muni de patins situés sous les flotteurs qui permettent au bateau de déjauger à partir d'une certaine vitesse. C'est le premier pas vers les bateaux de vitesse pure. Un an plus tard, c'est avec un catamaran de 20 mètres de long que Marc Pajot améliore le record de Tabarly. 2 mètres de plus en longueur, mais le même poids. Et le catamaran qui s'impose comme le bateau le plus rapide du moment. Marc Pajot a commencé à tracer une voie dans laquelle Patrick Morvan s'est engagé. En effet, son catamaran de 18 mètres de long n'est en fait qu'un grand engin de plage construit suivant les principes de légèreté, simplicité, solidité et austérité. 5 tonnes et demie de déplacement et des aménagements intérieurs à faire hésiter les plus endurcis des ermites. Pour améliorer son nouveau record, il faudra maintenant faire plus long et inventer encore de nouvelles solutions, comme le confirme Marc Pajot. La technologie de ces engins de pointe a progressé énormément et très rapidement. Je crois que ça n'en est pas terminé, mais il deviendra de plus en plus difficile d'améliorer. Bon, nous, on avait amélioré Tabarly avait amélioré de 2 jours celui de la goélette atlantique. Nous, on l'avait amélioré de 19 heures. Morvan améliore le nôtre de 17 heures. Je crois que les différences vont se minimiser, mais on n'est pas arrivé aujourd'hui au maximum de ce que l'on peut faire en vitesse sur l'Atlantique. Quittons l'air du large pour retrouver les réalités économiques. La situation de l'emploi continue de se dégrader. Le nombre de chômeurs a augmenté de 2,3% en mars par rapport au mois précédent. En données corrigées des variations saisonnières, le nombre de demandeurs d'emploi atteint maintenant officiellement 2 244 000. Les explications de Martine Gilson. C'est le 2e mois consécutif, en fait, que les chiffres dérapent en données corrigées des variations saisonnières, celles qui donnent une photographie exacte du nombre des chômeurs. En février, l'augmentation était déjà de 2,7% par rapport à janvier. En 6 mois, le nombre de chômeurs indemnisés a, lui aussi, augmenté de 25%. À noter que ces chiffres ne tiennent pas compte, bien sûr, des suppressions d'emplois prévues dans la sidérurgie, les chantiers navals ou les charbonnages. 2 explications pour ce dérapage. D'abord, tous les effets positifs des mesures sociales prises en 1981, les contrats de solidarité entre autres, sont épuisés. Mais surtout, ce qui est le plus inquiétant, c'est que les offres d'emploi, elles, continuent de diminuer.
En mars, il n'y a eu que 30 000 offres déposées dans les bureaux de la NPE, soit une baisse de 10% en un mois et de 50% en un an. La semaine passée, Pierre Mauroy avait annoncé à l'Assemblée nationale qu'il n'y aurait pas plus de 2 450 000 chômeurs d'ici la fin de l'année. Quand on sait que des licenciements sont encore prévus dans l'automobile ou chez Michelin, par exemple, le pari du Premier ministre sera difficile à tenir. André Bergeron, qui était notre invité ce midi, lui, n'y croyait pas. À la charnière entre l'économie et la politique, encore et toujours la Lorraine, le Conseil régional ne participera pas au comité des sages mis sur pied par le ministère de l'Industrie. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure son président, le sénateur maire de Metz, Jean-Marie Rauch. Le chef de l'État a cantonné le rôle de ce comité au seul examen des mesures d'accompagnement, a-t-il dit, alors que les élus lorrains veulent obtenir le réexamen du plan acier dans son ensemble. Le plan acier, c'est aussi la dernière grosse épine qui empoisonne l'union de la gauche. Hier soir, au Club de la Presse d'Europe 1, le Premier ministre Pierre Mauroy, vous le savez, a annoncé la clarification prochaine des rapports entre socialistes et communistes, regrettant certaines prises de position du Parti communiste, mais insistant sur la qualité de la participation au travail du gouvernement des 4 ministres communistes. Aujourd'hui pourtant, sortant de la réserve qu'ils observaient jusqu'ici, l'un des membres communistes du gouvernement, Marcel Rigout, le ministre de la formation professionnelle, s'est exprimé sur la question. Invité de France Inter, M. Rigout a répété qu'il n'était pas question que le Parti communiste quitte le gouvernement, mais il a exprimé plus que des réserves vis-à-vis du plan acier, précisant qu'il préfère le plan du PC. Je me sens le plus proche du plan proposé par Philippe Herzog, bien entendu. C'est d'ailleurs ces idées que j'ai défendues dans les réunions interministérielles qui ont précédé la décision prise par le gouvernement. Mais je vous l'ai répété il y a un instant, la décision étant prise, l'arbitrage étant rendu par le président de la République ou par le Premier ministre, les ministres communistes travaillent pour mettre en place, même quelquefois à contre-cœur. D'ailleurs, je crois qu'il y a des ministres du Parti socialiste qui sont chargés de mettre en place ce plan. Je ne veux pas citer ici le nom de mon collègue, mais vous l'avez tous au bout des lèvres. Lui-même n'avait pas exactement la même approche concernant l'analyse et concernant les décisions à prendre. C'est en tout cas la première fois qu'un ministre communiste intervient publiquement dans la controverse qui secoue les partis de la coalition de gauche, Paul Amar. En fait, jusqu'à présent, les ministres communistes intervenaient surtout pour calmer le jeu, pour éteindre l'incendie allumé par le parti et pour réaffirmer avec force leur loyauté à l'égard du gouvernement. C'est ce qu'a fait ce soir Marcel Rigout, mais il n'a pas pu s'empêcher de critiquer publiquement le plan acier, et cela c'est nouveau. Il a ainsi pris le risque d'être rappelé à l'ordre par François Mitterrand ou Pierre Mauroy, mais il a voulu montrer qu'il était, lui, ministre communiste, sur la même longueur d'onde que Georges Marchais. Les mots étaient d'ailleurs révélateurs. Il y a quelques mois, au cours de la même émission, quand Marcel Rigout disait « nous », il parlait du gouvernement et des autres ministres. Ce soir, quand il disait « nous », il faisait systématiquement allusion à ses camarades communistes, comme s'il se préparait déjà psychologiquement à la rupture. Son plaidoyer en faveur du parti, à son avis mal aimé, incompris ou calomnié, n'a d'ailleurs laissé aucun doute. S'il devait choisir entre ses alliés socialistes et sa famille communiste, il n'hésitera pas un seul instant, il rejoindra sa famille. Il ne souhaite pas devoir prendre aujourd'hui une telle décision, mais le président de la République et le Premier ministre pourraient demain, à l'occasion d'un vote de confiance à l'Assemblée, obliger son parti à suivre ou à rompre, et les ministres communistes devront alors choisir. Dans l'attente de la clarification, réaffirmée donc hier soir par le Premier ministre, et de la mise au net annoncée par le chef de l'État, un constat s'impose, l'union de la gauche ne baigne pas dans l'harmonie, et ce n'est pas un phénomène nouveau dans l'histoire mouvementée des rapports entre communistes et socialistes. Dominique Laury. Trop, c'est trop. C'est la présence de Georges Marchais à la marche des sidérurgistes lorrains sur Paris, venant après 4 mois de guérilla, qui a sans doute déclenché l'irritation du Premier ministre. En fait, les rapports difficiles communistes-socialistes, c'est une longue histoire. En septembre 1944, 2 communistes rentrent dans le gouvernement du général de Gaulle, François Billoux et Charles Tillon. Jusqu'en mai 1947, les communistes jouent un rôle important dans les différents gouvernements. En juin 1946, il y a 9 communistes dans le gouvernement de Georges Bidault. Mais en avril 1947, éclatent des grèves chez Renault. Le PC soutient les grévistes. Paul Ramadier, président du Conseil socialiste, saisit l'Assemblée de ce conflit.
Les communistes, déjà en désaccord sur la politique du gouvernement à propos de l'Indochine, refusent de voter la confiance et le PC retourne dans l'opposition. À partir de cette date, communistes et socialistes sont des adversaires, voire à certaines périodes des ennemis. Même si à partir de 1965, ils se sont un peu rapprochés, ce n'est qu'en 1972, après bien des efforts, que François Mitterrand et Georges Marchais scellent la signature du programme commun de gouvernement. C'est l'union de la gauche, enfin réalisée. Une union bien fragile. 1975, les premières notes discordantes. L'année suivante, Georges Marchais évoque le virage à droite du Parti socialiste et en septembre 1977, c'est la rupture. Moi j'ai une déclaration à faire, j'ai un communiqué à vous donner. Mais c'est quand même des drôles de méthode. Mais écoute, c'est quand même nous qui avons à dire ce que nous allons dire en premier. Mais après la victoire de François Mitterrand en mai 81 et l'accord de gouvernement signé en juin, l'union semble plus solide. 4 communistes entrent au gouvernement. Tout va bien. Jusqu'au moment où le gouvernement entame sa politique de rigueur et ses conséquences sur le plan social. C'est alors que le PC fera ce que les socialistes ont appelé le grand écart. Un pied dans la contestation, un pied dans le gouvernement. C'est cette situation que désormais le président de la République et le Premier ministre ne semblent plus vouloir accepter. L'épreuve de force entre le ministre des PTT et les syndicats de postiers continue. Après l'intervention de la police au centre de tri de Caen, le courrier y a été distribué normalement ce matin, mais la CFDT, la CGT et Force ouvrière ont manifesté aujourd'hui. Corinne Pertuis. Les agents du centre de tri, 400 personnes, ont défilé comme prévu de leur lieu de travail à l'antenne ministérielle des PTT. Acte symbolique, ils ont enlevé la plaque située à la porte d'entrée indiquant qu'ils la rendraient le jour où M. Mexando ouvrirait des négociations. Le ministre s'y est dit prêt. La CFDT, majoritaire ici, a rappelé ses revendications. Non au changement de poste de 16 personnes, réintégration du chef de centre sanctionné, départ des forces de police. Les syndicats ont également nié que leur action était un test politique, comme l'avait sous-entendu le ministre. Les agents du tri postal de Rouen ont observé des arrêts de travail par solidarité. Encore un accident au Tchad. Un jaguar s'est écrasé ce matin au cours d'une mission de reconnaissance au nord-ouest de la zone surveillée par les troupes françaises. Le pilote a été tué. À l'étranger, c'est la situation en Amérique centrale et surtout au Nicaragua qui retient l'attention des observateurs et pas seulement à Washington. Le régime sandiniste de Managua subit en effet depuis un mois le double assaut au nord des anciens somozistes, ouvertement soutenus par les États-Unis, et au sud de l'Alliance démocratique révolutionnaire d'Eden Pastora, qui, après avoir été l'un des héros de la Révolution, dénonce maintenant un régime auquel une partie croissante de la population refuse son appui. Bernard Benyamin. Tout est parti il y a 4 jours des frontières nord du Honduras, où depuis quelques mois sont massées les troupes du FDN, encadrées pour l'essentiel par d'anciens gardes somozistes et financées par la CIA. Objectif : réussir, avant la saison des pluies, une offensive permettant de libérer une province du Nord et proclamer un gouvernement provisoire. Et c'est justement pour se défaire d'une trop forte pression de l'armée sandiniste au Nord que l'on mine les ports nicaraguayens dans un premier temps et que l'on fait appel dans un deuxième temps aux troupes d'Eden Pastora massées au sud, près de la frontière avec le Costa Rica. Or, contre toute attente, le grand bénéficiaire de cette opération, c'est précisément Eden Pastora, à qui l'on n'avait confié qu'un second rôle, mais qui vient de prendre tout le monde de vitesse. D'une part, il s'est emparé de San Juan del Norte, un petit port sur l'Atlantique. C'est la première localité perdue par les sandinistes depuis le début de la contre-offensive. D'autre part, fort de son succès militaire, il a annoncé la création prochaine d'un gouvernement provisoire. Et ce coup de théâtre est bien dans le style du personnage. Haut en couleur, fantasque, d'un courage exemplaire, tout au long de sa vie, il a bousculé les idées reçues, n'hésitant pas à remettre en cause ses propres engagements politiques. Mais c'est d'abord un vrai héros dans la grande tradition sud-américaine. Surnommé le commandant Zéro durant la Révolution,
Il quitte le pouvoir et Managua, 18 mois après la victoire contre Somoza, ne supportant plus l'orientation marxiste-léniniste du régime sandiniste. Il gagne alors le sud du Nicaragua et des rives du Rio San Juan, il met sur pied une véritable armée. Qui le finance? Un certain nombre d'amis, confie-t-il en souriant, en fait des intermédiaires qui recevraient des fonds de la CIA. Son point fort, son charisme sur les foules, un ascendant qui continue à s'exercer sur le peuple nicaraguayen. Du reste, la junte de Managua ne s'y trompe pas, on peut tout négocier avec tout le monde, dit Tomás Borges, le ministre de l'Intérieur, tout sauf avec ce traître d'Eden Pastora. Son programme politique enfin, cette fameuse troisième voie loin des États-Unis et de l'Union soviétique, en fait un socialisme aux couleurs du Nicaragua. Voilà donc rapidement brossé le portrait de l'homme avec qui il faut désormais compter, d'autant que c'est la première fois qu'une opération conjointe semble avoir été réalisée avec les troupes du Nord. Si ce type d'action devait se reproduire, de très sérieuses difficultés pourraient affecter le régime de Managua à quelques mois, et ce n'est pas un hasard, des élections américaines. Le gouvernement du Nicaragua a déposé une requête contre Washington auprès de la Cour internationale de justice. Washington nie la compétence de la Cour pour ce qui est des conflits d'Amérique centrale, mais a néanmoins désigné aujourd'hui un représentant à La Haye. 2 diplomates américains ont été tués hier en Namibie, victimes d'un attentat qui n'a pas été revendiqué et qui a fait 2 autres morts. La Namibie est ce vaste territoire aux confins de l'Afrique australe, entre l'Angola et l'Afrique du Sud, un territoire riche où se joue depuis des années une partie diplomatique et militaire complexe. Philippe Rochaud. Les corps des 2 diplomates américains ont été ramenés ce matin à Pretoria. Ces hommes dirigeaient en Namibie le bureau de liaison américain fondé en février dernier à la suite d'un accord entre l'Angola et l'Afrique du Sud sur le retrait des troupes sud-africaines de Namibie. L'attentat s'est produit dans cette région, à 50 km de la frontière d'Angola, dans cette zone de combat entre la guérilla infiltrée du Nord et l'armée sud-africaine qui contrôle le territoire namibien. La mort des diplomates américains qui étaient en Namibie en tant que médiateurs donne un coup d'arrêt au processus de paix engagé entre l'armée sud-africaine et l'Angola. Le nord de la Namibie retrouve le visage qu'il connaît depuis 17 ans, patrouille de soldats sud-africains dans toute la région, contrôle des voitures sur toutes les routes et fouille corporelle des Noirs soupçonnés d'aider la guérilla, comme la SWAPO, le mouvement populaire qui lutte pour l'indépendance de la Namibie. Le chef de la SWAPO, c'est lui, Sam Nujoma, accusé par l'Afrique du Sud d'avoir organisé l'attentat contre les 2 diplomates américains, mais qui nie toute participation à cette affaire. Son mouvement, financé et soutenu par l'Angola, tient tête depuis 14 ans à la présence militaire sud-africaine en Namibie. L'objectif de cet homme, qui accuse ici l'Occident d'empêcher son pays d'accéder à l'indépendance en soutenant l'Afrique du Sud, c'est d'être le futur chef d'État de la Namibie. Aujourd'hui, la Namibie est la copie conforme de l'Afrique du Sud. Les 80 000 Blancs installés là contrôlent la plupart des leviers du pouvoir politique et économique, notamment l'exportation des diamants et de l'uranium. Le million de Noirs est considéré comme citoyen de seconde zone. Les Sud-Africains accepteraient de leur laisser le pouvoir, mais pas à n'importe qui. Ainsi, les Blancs de Namibie ont-ils formé une armée de Noirs à leur dévotion, notamment avec les tribus Boshiman, hostiles à l'Angola, afin d'empêcher la guérilla, comme la SWAPO, de prendre le pouvoir. Au début de l'année, un espoir était pourtant né. L'Afrique du Sud signait successivement avec ses 2 voisins marxistes, le Mozambique et l'Angola, un traité mettant fin à la guerre. L'Angola s'engageait à ne plus soutenir la guérilla en Namibie contre les troupes sud-africaines. L'Afrique du Sud, de son côté, s'engageait à se retirer de Namibie en vue de l'indépendance de ce pays. Mais l'attentat contre les 2 diplomates américains remet aujourd'hui en cause le départ de Namibie des forces sud-africaines. Accalmie ce soir à Beyrouth après de nouveaux bombardements ce matin et pour la première fois depuis 2 mois, le passage du musée qui relie Beyrouth-Ouest à Beyrouth-Est est resté fermé toute la journée. Un épilogue heureux en Israël dans l'affaire du détournement d'un autobus par des Palestiniens jeudi dernier. 2 jeunes gens qui faisaient partie des passagers retenus en otage pendant 10 heures. Ces 2 jeunes gens ont médité leur épreuve et décidé de se marier.
L'affaire de l'avion soviétique qui, vendredi dernier, a survolé une zone interdite près de Toulon, l'affaire reste bien confuse, malgré un communiqué de l'hôtel Matignon qui affirme que l'infraction ne correspondait pas à un objectif délibéré. Le Tupolev, repéré par le contrôle aérien d'Aix-en-Provence, a bien survolé la base de Toulon. L'enquête ouverte par les autorités militaires devra déterminer s'il y a eu ou non espionnage. Michele Zaza aime trop le football. C'est parce qu'il a téléphoné à des parents à Rome pour connaître le résultat de la rencontre Rome-Juventus hier que le chef de la Camorra, la mafia napolitaine, a été arrêté hier soir à Paris par les policiers de l'Office central du trafic des stupéfiants. Michele Zaza et son bras droit, arrêtés en même temps, ont été aujourd'hui déférés au parquet. Ils sont sous mandat d'arrêt international. Victor Vraman nous explique le personnage. Zaz s'est enfui d'ici, de cette clinique, le 29 décembre 1983. Et ne croyez surtout pas que Michele Zaz a voulu se soustraire aux bras vengeurs de la justice. Non, il l'a lui-même expliqué dans une lettre. Il avait peur d'être éliminé par des tueurs d'une bande rivale. C'est pour ça qu'il s'est enfui. Michele Zaz se trouvait dans la clinique Mater Dei à 2000 francs par jour pour raison de santé. Il porte même, paraît-il, un stimulateur cardiaque. Cela dit, le magistrat qui a autorisé l'hospitalisation aurait tout de même pu se méfier. C'était la 4e évasion de Michele Zaz. Le voici, Michele Zaz. Il a 41 ans. À Naples, dans le milieu, on l'appelle Opazzo, le fou. Mais Michele, lui, préférait qu'on l'appelle O Re di Napoli, le roi de Naples. En fait, c'était bien difficile de prendre ce titre parce que le roi de Naples, le vrai, c'était Raffaele Cutolo, que l'on voit ici lors de son procès. Michele Zaz n'a jamais réussi à inquiéter Raffaele Cutolo, chef incontesté de la nouvelle Camorra organisée, la branche la plus redoutable de la mafia napolitaine. C'est qu'à Naples, la guerre des bandes arrange la police. La guerre consiste aussi à dénoncer les concurrents. Et on ne compte plus les arrestations dans les rangs des lieutenants, des hommes de main et des sous-fifres de Michele Zaz. Michele Zaz avait commencé sa carrière dans la contrebande de cigarettes. Et puis peu à peu, il s'est lancé dans le racket et le trafic de la drogue. Il couvrait tout ou presque tout le marché de la drogue du centre et du sud de l'Italie. Il exportait aussi de la drogue vers les États-Unis, pour le compte de la mafia sicilienne. C'était en fait l'honorable correspondant de la Cosa Nostra, américaine, pour le centre et le sud de l'Italie. Alors, comment la police italienne est-elle arrivée à Zaz? Tout d'abord, la police a constaté que la babysitter des enfants de Zaz, qui sont restés à Rome, appelait un numéro à Paris d'une cabine téléphonique. Ce qui a définitivement perdu Zaz, c'est sa passion pour le football. La police a intercepté un appel téléphonique de son fils, qu'il appelait de Rome, pour lui donner le résultat du match Roma-Juventus. Un match tout à fait décevant, d'ailleurs. Donc, Michele Zaz sera extradé en Italie, et peut-être que cette fois-ci, on ne l'autorisera pas à se reposer dans une clinique privée, ou à passer la nuit du Nouvel An dans un cabaret, mais oui, c'est arrivé. 2 trafiquants de drogue italiens arrêtés aussi ce matin en Corse. Ils se trouvaient à bord de ce bateau qui transportait près de 800 kilos de hashish et de résine de cannabis. Le bateau a été arraisonné par les douanes. Chou blanc pour les malfaiteurs qui se sont attaqués à un transport de fonds ce matin à Marseille. Les convoyeurs ont ouvert le feu, blessant un passant. Les gangsters n'ont rien pu dérober, mais ils ont pris la fuite. Elle s'appelle Zoé, elle est australienne, elle n'a que 2 semaines et quelques jours et déjà elle est célèbre dans le monde entier. Zoé est le premier bébé né d'un embryon congelé et vous allez la découvrir, c'est une ravissante petite fille. Lucie Soboul. Elle dort, elle bâille, elle sourit aussi, comme n'importe quel bébé au monde. Pourtant, Zoé, dont le nom en grec signifie la vie, est le résultat d'un double exploit de la médecine australienne. Elle a d'abord été conçue artificiellement dans une éprouvette, car sa mère était stérile. Mais surtout, alors qu'elle n'était encore que quelques cellules en éprouvette, les médecins ont bloqué le cours de son développement en congelant à moins 196 degrés le jeune embryon qu'elle était. Zoé a vécu sans grandir pendant 2 mois dans l'air liquide avant d'être implantée dans l'utérus de sa mère. Elle est parfaite, disent ses parents, qui espèrent bien en avoir d'autres. Ouverture de la saison de tennis sur terre battue avec le tournoi de Monte-Carlo. Les premières rencontres ont eu lieu aujourd'hui. En vedette, le jeune Suédois Mats Wilander.
Début laborieux cet après-midi pour le tournoi de Monte-Carlo avec le match entre les Suédois Wilander, vainqueurs ici même l'an passé, et Nyström au fond du cours. Pour leur retour sur la terre battue, et malgré quelques jours d'entraînement, les deux joueurs ont éprouvé des difficultés. Mats Wilander a mis 1h15 pour enlever le premier set, pour finalement s'imposer en 2-7, 6-4, 6-2 sur son compatriote qui est également son partenaire en double. Demain, le match vedette opposera le Tchécoslovaque Ivan Lendl au numéro 2 français Henri Lecomte. Un match qui sera, espérons-le, de meilleure qualité. Diderot est mort depuis 200 ans, mais le neveu de Rameau se porte bien. L'œuvre théâtrale la plus célèbre du philosophe revit sur les planches grâce à Michel Bouquet, qui à partir de la semaine prochaine à Paris reprendra le rôle immortalisé par Pierre Freinet. Mais déjà à Langres, ville natale de Diderot, Jean-Jacques Dufour et Jacques Delarue ont redécouvert la pièce. Combien de fois je me suis dit comment Rameau, il y a 10 000 bonnes tables à Paris à 15 ou 20 couverts chacune, et de ces couverts-là, il n'y en a pas un pour toi. Il y a des bourses pleines d'or qui se versent de droite et de gauche, et ils n'en tombent pas une pièce sur toi. 1000 plats intrigants sont bien vêtus, et tu irais tout nu, et tu serais imbécile à ce point. Est-ce que tu ne saurais pas flatter comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas mentir, jurer et parjurer, promettre et manquer comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas remplir à 4 pattes comme un autre? Diderot, dont la statue est toujours à la même place, a trouvé avec Michel Bouquet l'interprète idéal pour son neveu de Rameau. Un texte qui, contrairement à ce bronze, n'a pas besoin d'être épousseté. Vous le nettoyez souvent? Non, c'est la première fois depuis qu'il est là. Vous avez été voir la pièce hier? Oui, on était dans les machinistes, nous. Hein. Cette pièce, qui est un régal pour les yeux et les oreilles, avait d'ailleurs attiré beaucoup de monde dans le petit théâtre municipal de Langres. On était venu voir Michel Bouquet, Grand Prix de la critique dramatique 83. Un Michel Bouquet méconnaissable. Il faut dire qu'il s'est fait un look incroyable. L'air bouffi, les joues fardées et piquetées de rouge genre petite vérole, une robe de chambre rose, une perruque rousse sur la tête, il ne se ressemble plus. Pour lui, le neveu de Rameau, cet anarchiste, cet asocial qui ne revendique rien et qui assume son destin de solitaire avec optimisme, doit être joué ainsi. J'ai pensé que le personnage devait avoir un aspect clownesque. Parce que Diderot en parle beaucoup, il dit qu'il était toujours d'une mise tout à fait incroyable. Il y a un espèce de côté, comment dirais-je, dans le neveu. Moi, il me fait beaucoup penser, le neveu, à ce que peut faire Coluche, si vous voulez, au music hall. C'est pour moi, c'est un homme qui regarde les autres, qui regarde leurs travers, qui s'en amuse et qui lui-même, sans s'en douter ou en s'en doutant, on ne le sait pas, se dépeint quand même. Dans ce rôle, le critique Mathieu Gallet compare Bouquet à un gros chat rose qui tire la langue, sourit, pleurniche, cabriole et fait le pitre, retrouvant avec le génie du maître une insolence de collégien. Quand j'étais enfant, j'avais tendance à faire des grimaces et à tirer la langue. Et comme ce personnage a quelque chose de très enfantin, de très pur, dans sa motivation, enfin, il est insolent comme sont les enfants. Alors peut-être que c'est ce qui fait que, malgré moi, je tire la langue ou je fais des grimaces, pour me cacher derrière ces grimaces. Si la statue de Diderot pouvait bouger, elle viendrait, j'en suis sûr, embrasser Michel Bouquet et son partenaire Teddy Billis pour leur interprétation du neveu de Rameau. Le neveu de Rameau au théâtre de l'Athénée à Paris à partir du 24 avril. Et maintenant, sans brocart, mais avec quelques taches de rousseur et sa pochette, Alain Gillot-Pétré va nous parler du temps. Et une pochette jaune car le soleil est revenu. Il y aura du soleil comme s'il en pleuvait demain. Regardez pourquoi sur la photo satellite. C'est dû à cet anticyclone situé au sud de l'Irlande qui repousse cette dépression vers la Norvège, tant pis pour la Norvège, et qui repousse cet autre front froid vers l'Italie. Il ne restera demain qu'un peu sur la Corse, partout ailleurs. Vous le voyez, ce sera ce type de temps. Regardez la carte, plein de soleil.
Du soleil partout, avec du Mistral dans la vallée du Rhône assez fort et un risque d'orage persistant de l'extrême sud-est à la Corse, évacuant en fin de journée uniquement jusqu'à la Corse. Quelques brumes matinales le matin dans l'intérieur, mais je vous le disais, le baromètre est en hausse, c'est du grand soleil. Les températures sont en hausse aussi, de 13 à 15 degrés sur la moitié nord, 2 à 3 degrés de plus qu'aujourd'hui, et dans certaines régions beaucoup plus, et de 14 à 20 degrés sur la moitié sud, 20 degrés à Perpignan, mais on n'est pas loin avec 19 degrés à Bastia et 18 degrés notamment à Toulouse. Demain, mardi 17 avril, quelques minutes de soleil en plus. Levé à Paris 6h55, couché 20h45. Et si vous appelez Étienne Harding, c'est votre fête. À 23h40, Jacques Segui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2 avec Jacques Chancel.